Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour le forum d'échange Ça se discute. Nous allons parler ce soir avec mes invités de deux sujets d'actualité, comme à l'accoutumée. Je vais commencer par vous présenter Delphin Gagana. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes analyste politique, assureur dans la vraie vie, dans la vraie vie. Bon, ici aussi c'est la vraie vie, assureur dans la vie profane. Gilles Tométier, juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé. Bonsoir. Bonsoir. Mohamed Yamidi, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir Plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà. Je vais introduire ce sujet par cet extrait d'une déclaration de ce 8 janvier par rapport aux événements survenus au Brésil le 8 janvier 2023, les contestations suivant l'élection du président brésilien Lula. Il y a cette déclaration qui est survenue il y a quelques heures. Il n'y a pas de pardon pour qui attente à la démocratie, à son pays et à son propre peuple. Tous ceux qui ont financé, planifié et exécuté une tentative de coup d'État doivent être punis de façon exemplaire, excluant donc un quelconque pardon à ceux qui ont conçu, financé ou perpétré des attaques de Brasilia. Parce que comme pour le Capitole, on a vu au Brésil, il y a pratiquement une année, l'envahissement de la présidence de la République, environ 2170 personnes qui sont aujourd'hui tenues responsables de divers crimes, dont tentative de coup d'État, des peines, devront être condamnées. Certains, une trentaine, a déjà été condamnée, allant jusqu'à des peines de 17 ans de prison. Alors, nous parlons de ce sujet ce soir pour faire le lien avec Julio Tométier, la position du président de la République, Patrice Talon, qui, il y a quelques semaines, parlait aussi de faits afférents, nous faisait connaître sa position par rapport au pardon qui ne serait pas toutes les fois justifié, surtout concernant des faits qui peuvent atteindre le vivre ensemble ou porter atteinte à la démocratie. Voilà, là, on a de fait un autre homme d'État qui va dans le même sens. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, comme vous le dites, il faut peut-être rappeler les faits. C'est un fait anniversaire, si l'on peut le dire. Anniversaire, exactement. Le 8 janvier 2023, les partisans du président sortant Bolsonaro ont envahi en fait les sièges du pouvoir, oui. Créant, si l'on peut dire, beaucoup de dégâts. À l'occasion de ce jour anniversaire, il y a lieu de se rendre compte qu'il y a une situation exceptionnelle qui s'est produite en fait. Parce que les actes qui ont été faits sont des actes attentatoires à la paix et à la démocratie. Il y a eu en fait, peut-être à la différence du Bénin, on peut le dire, puisque vous avez osé la comparaison, il y a eu un sursaut populaire, d'accord, de devant de la démocratie. C'est-à-dire les populations ont envahi les rues, d'accord, et sont dans leurs réclamations, dans leurs revendications, sont même allés plus loin que ce que les autorités, policières et judiciaires ont fait jusque-là pour dire on doit aller prendre jusqu'à la dernière personne impliquée, quelle que soit en fait l'implication ou quelle que soit en fait là où ces personnes se trouvent, pour que en fait sur le territoire brésilien ces actes ne se reproduisent plus jamais. Donc, en fait, c'est que ce qui donne en fait une certaine légitimité à ce combat-là, c'est ce soulèvement populaire, c'est ce sursaut patriotique. Ce qu'on n'a pas ici, malheureusement. Malheureusement, bien heureusement. Parce que, en fait, dans notre environnement, vous savez, pour la plupart des cas, pour beaucoup de cas, les populations ont l'impression que les dissensions politiques, les faits ou les méfaits politiques ne concernent que les acteurs politiques. Et que ce ne sont pas leurs affaires, chacun court. Alors qu'en vérité, ce qui nous soude véritablement ensemble, en tant que nation, en tant que peuple, ce sont les valeurs que nous partageons ensemble. Donc, il y a lieu de s'interroger pour se demander aujourd'hui quelle est la valeur au-delà de ce que nous devons manger. Nous devons avoir en fait un minimum comme les infrastructures autour. Quelles sont les valeurs sur lesquelles nous sommes attachés? Je sais un peu, lorsque par exemple on entend quelque part que telle personne a été fauchée par un accident ou bien
telle personne a subi peut-être un viol, ainsi de suite. Je sais l'émoi en fait que ça crée en fait dans la population. Mais lorsque des faits antidémocratiques se passent, est-ce que vous avez l'impression que vous avez en fait la même réactivité, la même truc là pour dire ah ça c'est ce qui nous met ensemble tous et donc il ne faut pas que un groupe de personnes puisse encourager ça. Donc véritablement en fait peut-être pour dire que nous sommes peut-être à un niveau ou de perception de la chose démocratique qui est loin en fait de celui du Brésil. Maintenant quand on vient ici, la question du pardon, voilà, je vais faire un débat peut-être comme ça, sans indexer qui que ce soit, mais j'ai lu quelque part que des fois, d'accord, l'on apprend beaucoup plus de la dissuasion ou de la répression que par le pardon. Des fois, la répression corrige mieux que par le pardon, parce que au-delà de la personne, d'accord, qui a commis les faits et qui a été réprimée, ça renvoie en fait à la société en fait une certaine leçon, un certain peut-être une certaine référence à ne pas faire si pour ne pas tomber sur le coup de la loi. Donc, au-delà de tout, j'aurais préféré que cette affaire de pardon ou non pardon soit beaucoup plus une question non pas liée aux personnes, mais c'est une question orientée notamment vers en fait ce que nous défendons en termes de valeurs pour voir véritablement en fait où est-ce que nous allons et quel est le minimum commun que nous pouvons partager. Quand on lit ces lignes, on croirait presque entendre le président Patrice Talon. Évidemment. Ou encore les juges américains, parce qu'on sait qu'il y a un processus aussi en cours qui vise l'ex-président Trump et beaucoup de ses partisans. Et c'est ça même ce dont moi j'ai toujours parlé. Je fais partie de ce coin-là où j'ai toujours dit que on a eu d'une manière ou d'une autre la chance, et ça peut-être que les Béninois ne le reconnaîtront pas de sitôt, d'avoir, même si les Béninois en faisant ce choix-là ne s'en étaient pas rendus compte, mais il s'est révélé à eux comme tel, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la distinction entre la République, entre l'homme, entre l'institution et l'homme. C'est-à-dire quelqu'un pour qui comprend que les hommes ne sont pas au-dessus des institutions, mais que les hommes devaient être plutôt au service des institutions. Parce que j'ai toujours dit que ce qui fait la force de la démocratie, ce sont les institutions. Et il ne faut pas les fouler aux pieds. Il ne faudrait pas que les institutions soient foulées aux pieds. Il faut plutôt que les hommes qui incarnent ces institutions soient au service de ces institutions. Et c'est ce à quoi s'attelle le président Talon. Parce que, d'une manière ou d'une autre, pendant longtemps, les Béninois ont toujours cru, et les acteurs politiques qui ont animé la vie politique, qui ont occupé des fonctions, ont toujours fait en sorte que les partisans ou les populations dans leur globalité croient que le président de la République, c'est celui qui peut tout faire et tout défaire, prendre tout de quelque part, l'amener là où il veut, c'est-à-dire que sa volonté soit faite. Je ne vais pas dire au ciel comme sur terre, je ne vais pas le dire. En tout cas, partout sur le territoire. Partout sur le territoire. Voilà ce que les Béninois ont toujours cru. Mais il sait faire qu'à partir de 2016, Patrice Talon a cédé au pouvoir et il s'attelle à montrer aux Béninois que dans une république, cela ne se passe pas comme ça. Moi, de mon point de vue, je pense que c'est tout le nœud que ceux qui ont intérêt à ce que la chose ne se passe pas comme ça, ceux qui ont toujours surfé sur le fait que le président peut faire tout et défaire tout, veulent que ça continue comme ça. Et en face, c'est pour ça que j'ai toujours dit, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui veulent que les institutions soient respectées, ceux qui veulent que le débat politique ne soit pas personnalisé, et il y a l'autre camp, le camp de ceux qui veulent à la limite mépriser les institutions, ceux pour qui les institutions n'existent que lorsqu'on leur donne eux raison. Et donc pour eux, ils doivent être dans toutes les institutions, c'est-à-dire que ce n'est plus une question de, c'est plutôt pour eux une question c'est-à-dire que les institutions, c'est une question ça relève du système partisan. Or, ce n'est pas ça la chose. Donc, voilà les deux camps que nous avons en face. Pour revenir maintenant à ce que dit le président de là,
C'est comme ça que doit fonctionner une république. Et c'est ça qui ramène à ce que disait le président Talon, lors de l'entretien avec le Parti démocrate, pour dire que dans une république, il faut qu'il y ait ce que moi j'appelle une codification. C'est ça la codification. En démocratie, le dernier rempart en démocratie, c'est le peuple. Et dans une république, puisque nous sommes dans une république, le dernier rempart dans une république, c'est l'armée. Donc, quiconque, par ses actions dans le champ politique, porte atteinte à ces deux remparts-là, c'est-à-dire empêche le peuple d'exercer sa souveraineté, aller voter, c'est exercer sa souveraineté. Porter atteinte à l'armée qui est le dernier rempart de la République, c'est quelque chose c'est anti-républicain, c'est anti-démocratique. Et donc, celui qui porte atteinte à ces deux remparts-là, la personne doit être sanctionnée de la façon la plus exemplaire que possible. C'est pour ça que le mot exemplaire dans ce qui est dit là, est dit à dessein pour que les gens comprennent que plus jamais cela ne doit arriver. Donc, quand quelqu'un veut se hasarder à le faire, la personne doit penser à ce qu'il pourrait subir comme sanction. C'est ça le sens même du mot exemplaire. Et c'est ce qui doit être dans une république. Moi, je veux surtout insister sur le fait que dans une république, il faut qu'il y ait une codification. Et je l'ai déjà dit ici la dernière fois, il y a des choses dans la république, il faut les ritualiser. Dès lors qu'on ritualise ça et que les gens savent que voilà le sens dans lequel il ne faut pas aller, voilà la limite, qu'on soit acteur politique ou simple citoyen, voilà les limites qu'il ne faut pas outrepasser dans la République. Dès lors que les gens le savent et qu'on ritualise ça, désormais quelqu'un veut se comporter, il sait dans quel champ il faut rester et la limite qu'il ne faut pas dépasser. Delphin Gagana, il faut préciser quant à la situation, à l'exemple brésilien, que l'ancien président a déjà été condamné à 8 années d'inéligibilité, parce que quand bien même il n'était pas présent, la justice l'a tenu responsable, comme pour le cas Trump, où beaucoup de juridictions le tiennent pour responsable de ces émeutes et de cette tentative de déstabilisation. Mais autre chose, il y a l'avis d'un citoyen brésilien qui dit ce n'est pas assez de punir ceux qui étaient physiquement présents lors de ces événements du 8 janvier, mais il faut punir aussi ceux qui l'ont incité. Ce n'est pas un événement qui a explosé de nulle part, c'est le fruit d'une construction faite au cours de ces 4 dernières années, notamment par l'extrême droite. C'est la tradition de ce que il y a une sorte que les événements n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Les événements ne s'inventent pas, il y a forcément une construction derrière. Donc on voit ceux qui sont en avant, mais il y a ceux qui tirent les ficelles. Quel est votre avis sur la question? Oui, il faut dire que et la sanction et le pardon sont des outils d'éducation. Ça commence déjà au sein de notre famille. Vous allez voir, quand vous avez des enfants, 1, 2, et qu'il y a un que vous ne sanctionnez jamais, ou quand il fait quelque chose, vous le pardonnez, c'est que l'autre sera obligé de copier la même chose, ou même si il fait pire et que vous voulez le sanctionner, il va dire, mais pourquoi c'est moi on veut sanctionner, on ne sanctionne jamais l'autre. Donc, pour éduquer d'abord ces enfants, il faut pouvoir avoir ces deux outils, la sanction et le pardon. Ce que vous venez, le cas que vous venez d'évoquer, le cas brésilien, et ce que le citoyen brésilien vient de dire, il n'y a pas de marionnette qui bouge s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui assure. Donc du coup, oui, il ne faut pas seulement regarder là où on a renversé c'est-à-dire son colis, mais il faut regarder là où on a trébuché. Donc c'est sûr que d'une manière ou d'une autre, s'il y a action, c'est quelque chose qui assure les choses. Mais j'irai un peu plus par rapport à ce que le chef de l'État avait dit ici, parce qu'il faut faire, comme l'autre l'a dit, il faut faire la distinction entre l'État et l'individu. Le chef de l'État, dans son développement, a même dit, si quelqu'un a un problème directement avec moi, je peux le pardonner. Mais quand il s'agit de la République, parce qu'il faut donner une leçon, qui vous souviennent qu'en 2019, en octobre 2019, après le dialogue d'octobre 2019, ceux qui avaient participé ont suggéré qu'il faut passer, qu'il faut voter une loi, histoire d'effacer, de pardonner ceux qui avaient fait. Ça a été fait. Et juste après ça, le chef de l'État avait déjà dit, nous n'allons plus répéter ça, parce que si on le fait ainsi, c'est comme si tout le monde est libre de commettre c'est-à-dire des fautes. Il dit, ok, on n'a qu'à nous pardonner. Donc du coup, il a eu le temps quand même de nous amener à se dire, oui, désormais, chacun doit pouvoir faire face. Vous êtes libre de vos actes,
mais vous devrez pouvoir supporter les conséquences. Ouais. Il avait déjà dit plusieurs fois. Donc aujourd'hui, quand il dit qu'il ne va pas pardonner, et il n'a même pas dit que pardonner est automatiquement égal à une faute. Il a dit parfois pardonner peut être une faute. Et donc, du coup, moi, je me dis, on ne peut pas être plus éducatif, plus formateur que ça. Et vous voyez, celui qui vient de celui dont on parle, Lula, a été emprisonné pendant 8 ans. Oui. Il a été un ancien président de la République. Et même si c'était qu'il avait commis réellement cette faute ou pas, on n'avait pas pardonné. Il a été puni, même s'il n'avait pas fini sa peine, on l'a quand même jugé. Et il est resté comme un prisonnier pendant un bout de temps. Il est revenu. Donc, il sait qu'il faut sanctionner l'histoire. Peut-être que ce qu'il avait fait en son temps et qu'il a épinglé, peut-être qu'aujourd'hui, il saura qu'il ne fera plus peut-être la même chose parce qu'il a été sanctionné et il va se dire, je ne ferai plus ça pour qu'on parle mal de moi. Donc, du coup, c'est que cette sanction, peut-être que oui ou non, ça peut peut-être agir sur lui. Mais moi, je me dis, quand même, il prendra ça là, comme repère pour dire désormais je dois pouvoir éviter ci, éviter ça. Donc du coup, la sanction aussi est un outil d'éducation. Et même le vrai outil d'éducation, c'est d'abord la sanction. Il faut sanctionner pour permettre à l'intéressé de dire ça ne se fait pas. Et dans notre culture, je pense que personne n'acceptera prendre une femme qui a commis l'adultère sous son toit aussi facilement pour dire... Oui, cet exemple. Non, c'est un exemple. Je n'ai pas... Oui, c'est pas la première fois que je l'entends. Laissez les femmes tranquilles. Les femmes, bon, ok, d'accord. Je prends autre chose. Oui. Quand votre frère attend à votre vie, oui, vous n'allez quand même pas dire, bon, ok, c'est bon comme ça, bon. Donc, du coup, non, son exemple autrement. Lorsque lui va voir dehors, là, est-ce qu'il a même besoin de demander pardon? Toi. François, si vous permettez, il y a un aspect que j'aimerais soulever par rapport à ce qui est dit là. Moi, c'est-à-dire que pour moi, au-delà de la polémique autour de pardonner, ne pas pardonner, moi je veux insister sur quelque chose. La notion qui ressort de tout ce qu'on est en train de dire là, c'est d'abord la notion de la responsabilité. Quand bien même vous voulez avoir le pardon, la première des choses, c'est de reconnaître votre part dans ce qui est arrivé là. Quand vous allez écouter, allez même au-delà de laisser le Pakistan, même avec Dieu. Mais si tu ne reconnais pas que tu as péché, mais Dieu ne te pardonnera pas. En tout cas, je pense, Dieu, quand on va à l'église, ou à la mosquée, toutes les religions vous reconnaîtront que la première... Il faut faire acte de contrition. C'est d'abord ça. Maintenant, au-delà de ça, c'est la question de la responsabilité. Savoir que dans une république, il y a des choses qui ne se font pas. Dès lors que tu fais ça, tu seras puni. C'est aussi simple que ça. Toutes les fois que ça arrive, la République doit être assez sévère pour punir, pour que les gens comprennent que le code de la République, c'est ça. Quand le 6 janvier 2021, ceux qui ont répondu, ceux qui ont envahi le Capitole et qui ont manifesté jusqu'à envahir le Capitole, ils ont cru devoir répondre à l'appel de leur leader, c'est-à-dire de Donald Trump, qui à l'époque était président, qui contestait les résultats des élections. Si on a pu maintenir l'ordre là-bas, c'est parce que les institutions sont fortes et dès lors que les juges de la Cour ont décidé que voilà le résultat, tout le monde s'est plié. Et ceux qui ont répondu à l'appel de Donald Trump pour envahir le Capitole, on les a cherchés, on les a punis, on les a condamnés. Il y en a qui ne continuent pas à défiler. Et Trump lui-même, récemment, a été condamné. Parce que la sanction soit confirmée parce qu'il a été condamné au niveau d'un État. Donc, quand on connaît le système américain, il faut aller maintenant au niveau de la Cour fédérale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ils ont répondu à l'appel de Donald Trump. Mais ici, ceux qui ont attaqué les militaires, ceux qui ont empêché les militaires, ils ont répondu à l'appel de qui? Les chasseurs. En faisant ce qu'ils ont fait là, ils ont répondu à l'appel de qui? Moi j'ai entendu et tout le monde a lu. Je ne fais pas directement la corrélation. On a vu des leaders d'opposition qui sont soit en exil, qui ont même dit que ces chasseurs-là, qu'il faut les aider, qu'il faut les encourager. Et donc, quand les gens posent des actes ainsi, et qu'ils ne répondent pas de leurs actes, qu'ils ne reconnaissent même pas que c'est eux, comment voulez-vous qu'on fasse la paix? Quel raccourci vous cherchez derrière la paix si vous ne situez pas les responsabilités? Si chacun ne veut pas reconnaître, voilà quelle a été ma part dans ce qui est arrivé, et donc
tout le monde accepte voilà ses responsabilités, que les gens du pouvoir aussi acceptent leurs responsabilités et que qu'on puisse faire la paix. C'est comme ça qu'on peut aller vers la paix. Mais on ne peut pas dire ah non, nous on n'a rien fait, c'est les autres qui ont tout fait, c'est eux qui ont usé de la force, c'est eux qui ont fait ci, qui ont fait ça, et vouloir le pardon. Et en même temps, vous dites que vous n'avez rien fait, et en même temps vous voulez le pardon. Donc voilà en fait des comportements qui en réalité ne construisent pas la paix. Avec ces genre de comportements, on ne peut pas avoir la paix avec des irresponsables. C'est ça le problème. Donc il faut que les gens soient suffisamment responsables pour que nous puissions tous avoir la paix que nous désirons. Julio Tometti, bon, vous ne voulez pas faire de fixation, on ne va pas en faire. Est-ce que cette position du président Lula que notre chef d'État connaît très bien, parce que ça a été un de ses collègues, ils avaient plutôt de bonnes relations. Est-ce que cette conception que Lula a est entendable de ce côté-là, on va dire, du côté de Boni Yayi, qui a pris les devants pour, on va dire, négocier avec le président Talon cette histoire de pardon. Est-ce que ça peut, vous pensez raisonnablement que ça peut inspirer? Si ça peut inspirer Boni Yayi, c'est ça? Oui. Non, lorsque vous êtes empêtré dans les subjectivités, ce n'est pas sûr que vous voyez loin. Ou si vous cherchez loin, vous ne cherchez que des repères qui favorisent en fait votre position. Donc ne demandez pas à quelqu'un comme Boni Yayi qui sollicite le pardon d'aller prendre l'exemple de Lula, que lui-même connaît très bien, que lui-même, il est peut-être même l'un de ses, je ne trahis rien en le disant, l'un de ses amis, si je peux le dire, parce que ça, Boni Yayi, c'était l'ami de tout le monde. De tout le monde, d'une certaine façon. Donc, ne demandez pas à Boni Yayi d'aller chercher, en fait, les repères là. Mais ce qu'il faut noter, comme je le disais tantôt, ce n'est pas que la position de Lula. C'est la revendication populaire. Les gens disent il faut même aller au-delà de ce qui est en train d'être dit là, pour aller chercher les culpabilités partout ils pourraient se retrouver. Parce que ce qui a été fait, c'est une atteinte, comme vous l'avez écrit, à la démocratie et au bien-être collectif, donc au vivre ensemble. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais en fait de comment faisons-nous avant que vous n'ayez plus loin, peut-être est-ce qu'on peut se dire aussi que l'État est peut-être appelé à aller un peu plus loin en explicitant, même si beaucoup de gens ont été témoins de tout ce qui s'est passé, au-delà de ce que la justice en dit, que l'État aille encore plus loin en explicitant. On a vu que le président de la République est resté à chacune de ses sorties à mi-chemin. On a vu qu'il avait envie de dire des choses, mais après, bon, en toute responsabilité, il se gardait d'aller plus loin. Est-ce que vous pensez que ce sera fait preuve de pédagogie, que l'État aille un peu plus loin en explicitant très exactement ce qui s'est passé, au-delà de ce qu'on sait? Non, vous savez, le président de la République en tant que chef de l'État ne peut pas aller loin au-delà de ce que la justice avait fait. Si le chef de l'État s'est permis de placer des mots sur des personnes par rapport à des faits, c'est parce que ces faits-là ont été déjà tranchés par la justice et ce sont des faits ou des informations qu'il tient en fait de la justice ou bien de l'issue en fait du procès. Le président ne peut pas se mettre dans des conjectures, ça ne serait pas responsable de sa part. Donc c'est pourquoi il y a en fait cette méfiance-là à aller au-delà. Même s'il y a des éléments d'information, il ne lui revient pas de venir mettre ça sur la place publique. L'essentiel, c'est que nous avions quelque peu été témoins de tout ça, d'accord, de tous ces faits depuis 2019. Quand je parlais de valeur tout à l'heure, il y a des éléments qui doivent nous interpeller. Vous savez, la dernière fois, sur les questions de coup d'État, on a parlé de la notion d'apologie de coup d'État était sortie. Dernièrement, avec un jeune, la notion d'apologie de cybercriminalité était sortie, mais il y a eu un fait. Et là, je vais nommer la personne, parce que ce n'est pas un acteur public. Il y a un certain Faletti, entre-temps, lors de ces échauffourées, qui narguait toute la République, à travers les forces armées, la police et tout. Et il se trouve des gens pour l'applaudir. Il se trouve des gens qui disent oui, il est fort, ils ne pourront pas venir à bout. Oh, Faletti est très fort, il a des pouvoirs mystiques. Il y a des citoyens. C'est pourquoi qu'est-ce que nous entretenons en termes de valeur en fait.
François David, même si je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas pour ça que je vais permettre à quelqu'un de venir prendre peut-être une arme blanche pour venir vous blesser. Nous allons faire nos débats autrement que d'aller sur ces terrains-là, parce que ça ne préserve pas le vivre ensemble. Donc, à partir de ce moment, c'est pourquoi je dis, en fait, les peuples, peut-être à travers leurs histoires, ont peut-être différentes manières de réagir par rapport aux faits. Ça aurait été, en fait, d'autres pays, ce serait un sursaut patriotique. C'est peut-être un soulèvement populaire qui serait allé mettre la main sur tel individu. Et tout là, les amis rappelaient le fait, c'est une ancienne ministre de la République. Celui qui a été porté quelque peu, en fait, les insignes ou les honneurs de la République, qui se permet de dire, dans une vidéo devenue virale, que il faut donner les enfants du que là, on quitte complètement le terrain de la démocratie, on quitte complètement le terrain institutionnel, et là, nous sommes dans du vandalisme, exactement tout. Et ça, ce que vous dites est peut-être encore plus terrible. Je ne sais pas si on peut faire dans la gradation des faits, mais il se trouve que cette ancienne ministre qui a fait, donc ça au moins c'est une preuve que personne ne peut contester, son nom est dans la demande d'amnistie. Est-ce que là, en réalité, en termes comment je vais dire, en termes de responsabilité, le disait de nos élus, il n'y a pas quelque chose qui cloche en réalité. Est-ce qu'on parle du peuple, oui, d'accord, mais bon, on dit les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème au-delà de ce qu'on est en train de dire quand vous parlez de valeurs? Parce que là, au moins, on peut avoir des positions, chacun peut avoir sa position, mais c'est une vidéo et tout le monde a entendu ce qui a été dit. Un appel au meurtre, on peut tout interpréter. Vous savez, on aurait peut-être à un moment donné mis peut-être la main sur cette dernière qui se trouverait des gens pour dire qu'il n'a jamais dit ça. Ou si elle a dit, elle n'a jamais posé des actes pour en aboutir. En fait, c'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de la République, nous devons tous nous incliner et mettre la République au-delà de nous tous. Parce que nous ne pouvons pas subsister sans la République alors que la République va continuer à subsister après nous. Donc à partir de ce moment-là, voyons en fait qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui préserve aujourd'hui et demain pour nous et pour nos descendants d'une certaine façon. Lorsque nous cultivons en fait un certain nombre de valeurs antidémocratiques, on se dit peut-être qu'aujourd'hui, oui, on le fait par subjectivité parce que notre position le commande. Mais demain, ça va devenir en fait des problèmes, ça va devenir des précédents très dangereux. C'est pourquoi ça revient à la question, à la question principale de ce que, comme le disait Delphin Gagana, entre la faute, entre le pardon et la sanction, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Il y a certaines natures de fautes qu'il faut pardonner. La preuve, nous l'avions déjà fait une fois. À l'issue des élections législatives de 2019, nous l'avions fait. Mais vous, comme le dit le chef de l'État, vous prenez la loi d'amnistie pour des faits qui se sont produits, des personnes bien identifiées. Parce que, comme le dit, vous le récitez tantôt, ce qui s'est passé le 1er mai 2019 n'est pas venu ex nihilo. On a compris que ce sont des groupes bien organisés, entretenus, structurés, et répartis d'une certaine façon, et l'objectif était plus ou moins clair. Donc les gens ont été identifiés, on a pardonné, on a amnistié, et il se fait que ça, l'intelligence collective l'a oublié. C'est-à-dire on a oublié ça en fait. Ça veut dire que chaque fois, lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec le processus, lorsque quelqu'un voit qu'il n'arrive pas à peser par les jeux démocratiques dans la balance électorale, il peut créer ce qu'il veut en termes de zizanie. Et demain, nous allons encore effacer. On ne sait jamais quelle proportion cela pourrait prendre. Donc, c'est pourquoi je demandais en fait que l'éducation citoyenne, l'éducation à la citoyenneté et les valeurs de la République, nous devons fondamentalement y revenir. C'est le rôle des partis politiques, c'est le rôle de la société civile, c'est le rôle des confessions religieuses et de tout le monde. Voilà. Est-ce que la même question, est-ce que pour vous, cette position, en tout cas, cette pédagogie, cette position de fermeté peut être entendable du côté de Boni-Yai? Vous savez, nous sommes dans une dualité. Il faut avoir le vrai, le faux, il faut avoir le oui, le non, il faut avoir le bon et le mauvais. Donc on ne peut pas attendre que du bon de quelqu'un, on ne peut pas attendre que tout le monde soit bon, comme on ne peut pas attendre que tout le monde soit mauvais. Mais l'objectif serait que tout le monde aille vers le bon, aille vers le bien. Donc oui, est-ce qu'il doit avoir
de la même manière que l'autre. Non, parce que si tout le monde devrait voir de la même manière, il y aura même plus du tout de débat, il y aura même plus du tout, parce qu'il faut avoir la femme et l'homme pour qui est la vie. Donc du coup, oui, on ne peut pas attendre de lui cette même appréciation de la chose, mais même si on aurait vraiment souhaité que cela soit ainsi. Mais il y a un aspect que vous avez évoqué, et c'est ça qui justifie, selon moi, beaucoup de choses. Vous savez, c'est vrai, un chef d'État, c'est un peu comme ce que nous disons chez nous, en fond, c'est un renougan. Il entend beaucoup de choses, il reçoit beaucoup de choses. Donc, il ne peut pas tout dire. Il est vrai, il ne peut pas tout dire. Mais si c'était qu'en 2019, on nous avait dit tout, en 2019, on ne nous avait pas dit tout. Du moment où on n'a pratiquement rien dit. On n'a rien dit. Parce que la loi d'amnistie est venue effacer tout. Donc, du coup, on n'est plus arrivé à savoir qui sont un peu comme, je le dis juste comme ça, qui sont les télécommandés, qui sont les télécommandes. On n'est pas arrivé à savoir. Donc, du coup, si c'était que ça a été déterminé et qu'on a défini la responsabilité de chacun, peut-être qu'on comprendra mieux la position du chef de l'État à la date d'aujourd'hui. Parce que, certainement que ceux qui avaient participé aux événements de 2019 et qu'on avait amnistié faisaient aussi partie de ceux qui ont contribué aux événements de 2021 ou autre chose. Oui, justement, là, ça peut-être sans vouloir vous couper, est-ce qu'en réalité, ce n'est pas là également le problème? Parce qu'on a vu déjà la conférence nationale, qu'on a amnistié beaucoup de gens, et là encore, ça avait une proportion historique, des gens qui avaient certainement ségronnant du sang sur les mains, qui étaient auteurs de beaucoup de choses. On a amnistié sans que personne ne demande pardon, donc des victimes, à la date d'aujourd'hui, des victimes continuent de circuler avec des bourreaux, il y en a encore. Est-ce qu'en réalité, c'est pas là où le bas blesse en réalité, amnistier des gens sans... En réalité, on ne sait pas pourquoi, on sait qu'il y a eu des événements sans que les gens ne demandent pardon, et ainsi de suite, comme on le voit partout ailleurs. Est-ce qu'en réalité, c'est pas là est-ce que c'est pas là où il y a le verre dans le fruit? C'est exactement à ce niveau, et c'est ce que je disais, c'est exactement, puisque même pour moi, avant d'amnistier, il faut définir les responsabilités. Puisque c'est vrai que bon, on est arrivé à un niveau donné où on se dit, s'il faut définir les responsabilités, peut-être que beaucoup d'autres beaucoup de choses seront mises à nu. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut voir? Il faut définir, il faut dire ce que chacun a fait. Il faut qu'on sache ce que l'intéressé a fait pour qu'on le pardonne. Parce que si on le pardonne sans qu'on ne sache ce qu'il a fait, c'est comme si il n'a rien fait. Donc il peut même venir demain dire je n'ai rien fait. Parce qu'on n'a pas dit ce qu'il a fait. Bon, d'ailleurs, c'est ce qu'il se dit. Voilà, mais s'il était prouvé qu'il avait fait telle et telle chose et que c'est connu et on l'a pardonné, on va dire oui, à tel moment, toi tu as fait telle chose. Donc du coup, cette façon, oui, c'est vrai que ce n'est pas à nous de changer la manière de faire, mais ce sont ces choses-là qui amènent d'autres à toujours continuer à faire les mêmes choses parce qu'ils se disent oui. Et l'autre gros problème que nous avons, c'est quoi? C'est que oui, c'est nous-mêmes qui avons fabriqué nos fétiches parfois, parce que dès qu'on dit que François Xavier a commis une faute, a fait quelque chose, on l'interpelle ou on le convoque. Non, je prends des exemples. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle plus de fétiches. Non, les fétiches, non, ça n'existe pas. D'accord. Donc, nous avons des entités. Des entités. Des émanations. Ok. Non, sinon ce que vous dites, c'est que c'est nous-mêmes qui avons construit nos gros hommes. C'est-à-dire, quand on interpelle, on convoque Gangana Delphin, on peut me garder peut-être pendant 2 ou 3 jours. Personne ne dira quoi que ce soit. Mais dès qu'on va dire... On dira de 8 jours, personne. De 8 jours, personne ne dira quoi que ce soit. Mais dès qu'on va apprendre qu'on a convoqué un député... on comprend, ne donnez pas de nom. Non, un député, non, je ne veux pas donner de nom. Un député, vous allez voir, tout le monde va se soulever. Des gens qui n'ont même pas de l'argent pour se nourrir vont quitter leur maison pour venir s'asseoir devant le commissariat écrit. Donc ça veut dire que quoi? Nous avons donné des ailes à nos hommes politiques de nous, et ça veut dire de nous naguer, non, mais de se croire supérieur à tout. Donc du coup, eux, tout est pardonnable chez eux, mais chez les autres, rien n'est pardonnable. Et l'idée même de la chose, tout à l'heure, vous étiez en train de parler du fait que les gens ne demandent pas pardon. Il y a un cas, par exemple, qui est précis. Pour en 90, pour le cas de la conférence nationale, le président Kérékou a reconnu tout ce qui avait été commis comme faute, comme dérive sous le régime du PRPB, et a demandé pardon. Il a reconnu que le PRPB a échoué, que le c'est pas le marxisme, le léninisme et tout ce qui est entre les deux, ça a échoué. Et donc il a demandé pardon pour ça et il a été amnistié pour ça, le président Kérékou bien sûr. Et donc c'est ça la chose. Du coup, comment vous voulez qu'on pardonne des gens qui n'ont pas reconnu que quelque part ils ont fait un choix et le choix n'a pas prospéré?
Et maintenant, ils font de leur problème à eux le problème de tout le pays, le problème de toute la nation. C'est ça le problème. Et par ailleurs, quand on demande d'amnistier tous ceux-là et qu'on ne veut pas situer les responsabilités, qu'on ne veut pas savoir qui a fait quoi, pour qu'on puisse savoir, bon, sur la personne qu'on veut pardonner même là, voilà la raison pour laquelle on veut la pardonner. Ceux qui sont morts, les mutilés, tous ceux-là, leurs familles là, mais il a bien quoi d'eux? Bon, on passe ça en fait. C'est ça en fait le problème. Donc eux, ça n'est pas grave pour eux, c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc les gens peuvent continuer de mourir dans des conditions. C'est ça en fait le problème. Et si on ne s'assoit pas pour régler, pour se dire ces vérités-là en face, les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. Sauf que... Et en plus, le pardon n'est pas systématique quand il y a reconnaissance. C'est vrai qu'on dit Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais mais ce n'est pas automatique. Parce que, permettez-moi juste de vous lire Lévitique 20, verset 12. Ah oui. Oui, ce n'est pas dans tous les cas que le pardon est automatique. Ça, c'est sérieux. On dit quand un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, tous deux commettent une abomination, ils seront mis à mort, leur sang retombera sur eux. Oui. Bon, Ça, c'est pas la nouvelle alliance. Lévitique, c'est pas la nouvelle alliance. Lévitique, c'est l'ancienne. Mais au moins, ce n'est pas parce que vous reconnaissez que vous êtes pardonné. Pardonné, c'est exactement ce que le président. François David, moi, je voudrais qu'on ne compare pas aujourd'hui ou ce qui est demandé aujourd'hui à la conférence. La conférence est un contexte particulier. La conférence nationale, c'est une refonte. Et quand on a parlé de amnistie à la conférence, c'est beaucoup plus en faveur des victimes que des bourreaux. Oui, mais bon. C'est beaucoup plus en faveur des victimes que des bourreaux. Les victimes n'ont jamais obtenu un quelconque pardon. Non, en fait, quand je dis victimes, c'est quoi? C'est ceux qui ont été, pour la grande majorité, contraints à l'exil, ceux qui ont été arbitrairement détenus et tout ça, ceux que, en fait, le régime léniniste a fait tout là, le PRPB a fait tout là. Donc, au-delà de ça, il y a quand même une responsabilité, en fait, gouvernementale d'une certaine façon. Ce n'est pas lié, c'est vrai, il y a certains individus qui ont été, clairement identifiés, mais c'est beaucoup plus une responsabilité gouvernementale dans ce qui est arrivé. Donc, là, comme je disais, c'est une refonte. Donc, c'est aussi bien les victimes que les bourreaux. On absout toute une situation. C'est beaucoup plus même la situation que les faits. Parce que, en fait, le pardon dont on parle, comme vous le savez, le chef d'État l'a dit, le pardon présidentiel, c'est ça qui est la grâce, d'accord? Le pardon collectif, c'est ça qui est l'amnistie. Et il y a deux formes d'amnistie. Et l'amnistie la plus reconnue même, c'est que on n'amnistie pas en vérité les personnes, mais on amnistie les faits. C'est-à-dire, un fait s'est passé dans une circonstance. Donc, on considère que le fait n'a jamais existé. Donc, ça absout aussi bien l'infraction que les faits et eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, si nous devons nous mettre dans ce contexte-là, je pense dans notre contexte aujourd'hui, est-ce que pour les faits, est-ce que tel que ça a été fait en 2019, nous l'avions dit tantôt, ça s'est passé, je ne dirais pas dans l'opacité la plus totale, mais c'était une entente des acteurs politiques. Et en ce moment-là, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle la représentation nationale, l'Assemblée nationale, mais le peuple n'était plus là pour dire son mot, quand bien même François Xavier Numont, nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons été victimes de ce qui s'est passé. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on pourra continuer sur le dos, je ne veux pas dire rien de... Bon, quand ça se passe, les acteurs politiques se retrouvent entre eux, absous tout ce qu'ils ont fait, et là, c'est passé. Et nous autres, nous continuons à être responsables de nos petites infractions qui ne fait rien à la République, mais qui fait peut-être des torts à des individus d'une certaine façon. Donc, comme quelqu'un l'a dit, la démocratie sous nos cieux est conçue comme le jeu des acteurs politiques à partir du moment où chaque clan d'acteurs politiques est satisfait par rapport à leurs prétentions, la démocratie, ça va mieux d'une certaine façon. Et donc, cette conception dévoyée complètement de la démocratie, c'est ça qui fait que, en fait, à un moment donné, les gens considèrent leur volonté, leur subjectivité non satisfait comme un mépris à la démocratie, alors qu'en vérité, nous ne sommes que dans le concept qui permet, en fait, de punir lorsqu'il faut punir, de récompenser lorsqu'il faut récompenser, d'élever à un certain nombre de grades lorsque l'assentiment populaire y est, et nous sommes encore dans ça. C'est pourquoi je dis, au-delà de tout,
ce qu'il y a lieu de faire, si nous faisons ce débat-là, c'est parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas des repères, en termes de valeurs sur lesquels nous pouvons nous identifier clairement. Justement, il nous reste quelques minutes pour finir. Peut-être qu'il va falloir, au-delà de la parole présidentielle, pour que ce ne soit pas simplement un discours d'entre-soi entre les élites, que les populations comprennent elles-mêmes que c'est dans leur intérêt que tout ça se passe. Alors, comment on passe de cette parole présidentielle à ce que les populations comprennent qu'il est de leur intérêt que chacun soit mis devant ses responsabilités. Absolument, mais vous savez, pour en arriver là, le chemin est que quoi? Il n'y a pas de démocratie sans leader. Il y a de démocratie que lorsqu'il y a des leaders démocratiques. Et en réalité, plus l'on croit en vous, plus vous avez du pouvoir. C'est ça le problème. Et mais quand vous n'êtes pas capable de vous protéger vous-même, comment voulez-vous protéger les gens qui croient en vous? C'est ça le problème. Il faut alors que les acteurs politiques comprennent. Si nous voulons que ça marche, c'est à eux de comprendre d'abord que nous devons tous reconnaître ce que nous faisons et savoir que dans la République, il y a ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. C'est ça qui va amener les gens à comprendre. Vous savez, quand on a condamné le président Donald Trump la dernière fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il va porter au recours, automatiquement qu'il va faire appel de la décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il croit en la force des institutions. C'est ce que nous n'avons pas ici. Ici, c'est quand l'institution vous donne raison que l'institution est bonne. Quand l'institution dit que vous n'avez pas raison, alors là on crie. Quand on a condamné Trump, si on aurait été sous nos cieux, le président Lula, il a fait la prison, oui. Pourtant aujourd'hui il est revenu. Sous nos cieux, on dira que non, c'est chasse aux sorcières, c'est exclusion d'opposition, c'est je sais pas quoi. Bon, ça se dit aussi là-bas, mais bon, on finit par faire recours à la justice. Donc ici, c'est ce que nous n'avons pas. Et quand nous n'allons pas comprendre ces choses-là et comprendre que voilà comment ça doit fonctionner, c'est lorsque nous allons croire en ça que le peuple, ceux que nous voulons gouverner et ceux dont nous sommes leaders, 30 secondes pour oui, finir. c'est responsabiliser les gens. C'est comme un peu comme ce que le chef de l'État a dit. Vous êtes libre de vos actes. Vous êtes aussi. Vous devrez assurer les conséquences. Merci Delphin Gagana. Je rappelle que vous êtes analyste politique et assureur. Mohamed Yamidi, quoi ça vous fait? Il est assureur. Mohamed Yamidi, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Il aura peut-être un service à vous demander. Et Julio Tomenti, analyste politique, lui il est juriste, gérant du cabinet juriste et associé. Merci pour les échanges autour de cette thématique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live. Bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.